messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal d'actualité du Distri. Au sommaire, ce retour sur le décès tragique d'un enseignant de Gennevilliers et environ au Sénégal. Nous évoquerons aussi un point sur la sécheresse record de cet automne et ses conséquences sur la nature. Et enfin, l'ouverture tant attendue de la patinoire de Perrois, c'est pour samedi. Ce devait être un voyage humanitaire liant les enseignants de Gennevilliers et environ à ceux d'Abéné au Sénégal. La construction d'une école primaire y était notamment prévue, mais l'aventure a tourné au drame suite au décès d'un jeune enseignant du Distri. Andrea Braslepo, bonjour. Bonjour, maître. Vous avez accompagné le groupe d'enseignants de Gennevilliers sur place au Sénégal pour réaliser une série de reportages sur NRTV. Il va de soi que ces images ne seront pas diffusées au vu des circonstances sur notre antenne. Andrea, une semaine après le drame, on l'imagine, pour toute l'équipe, c'est toujours le choc. Oui, l'émotion est toujours très vive pour le groupe et la famille en l'occurrence. Je peux vous dire que si personne évidemment espérait recevoir une telle nouvelle, les participants, eux, ne s'attendaient pas à vivre un tel drame. Sur place, les participants ont directement eu le soutien de la cellule de crise de l'État de Vaud. Ils ont également été soutenus par les différentes instances étatiques, que ce soit suisses, sénégalaises et françaises. Et le groupe aujourd'hui bénéficie actuellement ou peut bénéficier d'un soutien psychologique. Concrètement, Andrea, qu'est-ce qui s'est passé sur place ? Alors concrètement, ce que je peux vous dire, c'est que ce groupe avait pour objectif donc, de faire de l'humanitaire. Il voulait reconstruire une école sur place. Les enseignants voulaient enseigner dans un village à Abéné. Le voyage passait par Dakar et s'arrêtait un moment à Ziguinchor. C'est là qu'a eu lieu le drame. Au moment des faits, je suis partie au village pour chercher un médecin, chose que je n'ai pas réussi à faire puisque le cabinet était fermé. En ayant contact avec le médecin, il me dit qu'il n'est trop loin, donc il ne peut pas venir. En voyant arriver l'ambulance donc sur place, je retourne à l'hôtel et quelques instants après, les pompiers nous annonçaient le décès. Comment vous, Andrea, personnellement, vous avez vécu cette situation forcément difficilement ? Très difficilement. Je suis encore au fait sous le choc, encore émue. Et une chose est sûre, c'est que mon rôle sur place en tant que journaliste s'est totalement effacé. J'ai d'abord pensé tout simplement en tant qu'être humain. Ce que je voulais avant tout, c'était de pouvoir aider le groupe, les gens sur place et la famille. Ils ont eu d'abord, en plus de ça, la difficulté à atteindre l'ambassade suisse à Dakar, au Sénégal. Et il fallait qu'ils puissent avoir contact avec le consul de l'ambassade suisse. Celle-ci était malheureusement en période de déménagement. Donc j'ose espérer que ce soit à cause de ce déménagement que ce contact n'arrivait pas à se faire. Et je savais que le président du Parlement, M. Dominique de Buman, avait été sur place à Dakar quelques jours avant, justement pour l'inauguration de ce bâtiment. Et ayant son contact privé, je l'ai appelé. C'est comme ça qu'on a pu remonter la liste de contacts téléphoniques pour atteindre le consul. Alors dans ce cadre-là, Andrea, comment vous avez conçu votre rôle de journaliste sur le moment ? Le rôle de journaliste, au fait, il posait la question de la mort et comment aborder le tabou qui est aujourd'hui, au fait, un décès et tout simplement la mort. Et là, encore une fois, le rôle de journaliste que j'avais, il s'est effacé tout simplement parce que j'étais une participante, parce que je faisais partie de ce voyage et qu'au moment des faits, lorsqu'on a dû ou voulu plutôt continuer le voyage, on nous a demandé de ne si possible, pas en parler aux élèves qui étaient donc venus de Suisse et déjà sur place pour certains à Abéné. Donc on demandait de taire cet événement et puis on nous demandait également de, si possible, ne pas en parler aux enseignantes de la région du Sénégal parce que c'était des femmes et parce que c'était une culture différente. Donc ça, c'est les gens sur place qui vous ont demandé de ne pas... Les organisateurs du voyage, exactement. En expliquant que voilà, il ne fallait pas générer ou créer un sentiment de peur et une vague émotionnelle puisque l'événement était déjà bien assez dur à gérer comme ça. Alors vous l'avez dit, André, il y avait des enfants, des élèves qui faisaient partie de ce voyage. Dans un contexte général, sans forcément parler de voyage à l'étranger, on voit qu'il y a beaucoup de questionnements sur ces voyages scolaire, la question de la responsabilité, de la lourdeur de la responsabilité des enseignants. Est-ce qu'il faut aller, selon vous, jusqu'à remettre en cause ce genre de voyage ? Absolument pas. Moi, je suis convaincue que ce genre de voyage, il fait partie d'une éducation, d'une bonne éducation, et que seulement comme ça, on peut s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir au monde et se connaître soi-même tout d'abord. Et puis, je pense que ce voyage, il était très bien préparé du côté de l'école de Gennevilliers. Le groupe avait d'ailleurs pu se rencontrer au préalable, échanger, discuter, connaître les intérêts de chacun. Donc, tout était extrêmement bien préparé. Et si c'était à refaire, je suis sûre qu'aujourd'hui, tous les membres du groupe le referaient. Et
évidemment avec un dénouement différent. Et même s'il y a eu ce drame, je tiens à soulever au fait le professionnalisme du directeur sur place avec sa femme. Ils ont juste été exemplaires, ils ont su être réactifs et agir en bon état de cause. Et enfin, une dernière chose, Andrea, la suite des événements pour le groupe, ces prochains jours, ces prochaines semaines, comment ça se présente ? Alors le groupe est toujours suivi psychologiquement. Ils vont faire une cérémonie du souvenir à titre privé en l'honneur de Pierre. Et puis le lundi 29 octobre, l'enterrement de Pierre aura lieu à 14h à Trélèves. Andrea Braslopo, qui était du voyage au Sénégal. Merci beaucoup. Merci Nasrat. Et sans transition, vous vous en souvenez peut-être, de violents incendies ont ravagé une partie de la Grèce cet été. Musicien baroque établi à Nyon depuis une quarantaine d'années, Anastas Démétriades n'en a pas oublié son pays d'origine. Pour autant, il organise le 2 novembre un concert à Nyon pour récolter des fonds. Rodolphe Henner l'a rencontré. Et bonjour, bienvenue. Bienvenue chez Anastas Démétriades, musicien vivant à Nyon depuis plus de 40 ans. Un artiste d'origine grecque qui n'oublie pas ses racines. Alors quand le pays est touché par de gigantesques incendies, le cœur du musicien se serre. C'était le 23 et le 24 juillet, des monstres incendies catastrophiques. L'un au nord-est d'Athènes, dans une région très touristique. Et là, il y a eu passé 100 victimes morts, beaucoup de blessés, 2500 maisons brûlées. Puis le deuxième foyer était du côté ouest d'Athènes, en direction de Corinthe. Là, il y a eu énormément de dégâts matériels, heureusement pas de victimes. L'artiste organise le vendredi 2 novembre au théâtre de Maran un concert d'entraide afin de récolter de l'argent. Il y aura un récital, flûte à bec et clavecin, donc flûte à bec moi-même, avec mon ami et collègue depuis de très nombreuses années, Georges Kiss au clavecin, avec un programme essentiellement de musique baroque. Et en deuxième partie, le but, c'est de garder le public à la buvette du théâtre, avec une partie un peu plus grecque. Une telle opération de soutien, Anastas Démétriades l'avait déjà effectuée en 2007. Mais quelques soucis avaient eu lieu au moment de distribuer l'argent. Il semblerait qu'il y a eu quelques couacs en 2007, que cette année, les choses vont bien. Mais je préfère moi-même amener l'argent, comme je viens de le dire, également, soit l'argent directement ou alors sous forme de matériel, selon les besoins sur place, plutôt de préférence adressée à l'enfance. Alors, si vous voulez vous aussi venir en aide à la Grèce, cochez la date du 2 novembre dans votre agenda. Faut-il se passer de chasseurs pour réguler la faune? C'est la question posée par notre invité qui a réalisé une étude de cas basée sur la pratique dans le canton de Genève. Manu Piachot, bonjour. Bonjour. À Genève, donc, la régulation de la faune est exclusivement confiée à l'État depuis des décennies maintenant. Vous avez étudié les effets économiques, sociaux et environnementaux d'une gestion des animaux sauvages sans les chasseurs. Alors, quelles sont vos conclusions ? Donc, alors, on voit que l'implication financière est conséquente pour un petit canton, c'est-à-dire qu'on est à 1 million de francs pour 3 000 hectares de forêt et 11 000 hectares d'agriculture. Donc ça, c'est la première chose. Ça paraît pas énorme pour les Genevois. On est à peine à 2 francs 20 par habitant. Mais c'est vrai qu'on est sur un très petit canton qui est très dense. Et du coup, ça pourrait avoir des grandes conséquences financières en fait, sur un plus grand canton. Donc, est-ce qu'il faut comprendre par là qu'une régulation par l'État coûte plus cher qu'une régulation par les chasseurs ? Alors, il y a de fortes chances, en effet, surtout qu'à Genève, où finalement les mesures ont été mises en place pour pallier aux dégâts, notamment des sangliers, il y a énormément qui est fait dans la protection des cultures pour éviter la régulation. Donc, il y a un gros budget qui est mis
pour les clôtures notamment, pour éviter la régulation. Donc c'est ce qui me fait arriver à l'aspect environnemental. Donc on pose environ 70 km de clôture pour éviter que les sangliers rentrent dans les cultures, principalement les sangliers. On a maintenant aussi les chevreuils, il y a aussi de la prévention qui est faite, des protections notamment par des manchons contre les lièvres. Donc c'est vrai que cette faune est très diversifiée et on l'apprécie, mais ça a des conséquences quand même sur l'agriculture principalement. Il n'y a pas de comparaison dans votre étude avec d'autres cantons suisses. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Pourquoi? Alors l'objectif était en effet de faire une mise en parallèle du cas de Genève sans chasseurs avec un autre canton suisse romand avec chasseurs. Et en fait, tous les cantons suisse romands ont refusé de participer à l'étude. Pour quelle raison? Alors c'est difficile à dire, il y en a qui parlaient d'un manque de personnel, de difficultés en raison interne, quoi, ce qui pouvait se passer à l'interne, pas la possibilité en fait de répondre à une telle étude, parce que c'est vrai que c'est un investissement pour un service, de mettre à disposition des gens pour répondre à des entretiens, de faire le calcul des différents coûts, ce qui a été assez conséquent et que la DGAN donc à Genève a été prêt à faire. Et puis il y a une personne, un conseiller d'État dont je cacherai le nom, qui m'a dit en fait c'est vrai que il y a un petit peu d'appréhension de se mettre en parallèle d'un canton sans chasseurs comme Genève, parce qu'on entend beaucoup parler du fait qu'à Genève tout se passe bien malgré qu'il n'y a pas de chasseurs. Et on parle assez peu en fait de toutes les conséquences qu'il y a au fait qu'il n'y a pas de chasseurs, donc cette prévention dont je parlais, mais aussi la régulation quand même de 200 sangliers environ par année, et puis tout ça pour diminuer les coûts des dégâts. Et ça, c'est justement des images que l'on voit en l'occurrence à Genève. On le comprend par rapport à ce que vous venez de nous dire aussi, que vous êtes évidemment aux premières loges pour le savoir dans le cadre de votre étude. C'est un sujet qui est quand même relativement sensible, qui est devenu et qui est de plus en plus sensible. Est-ce que vous avez subi peut-être des pressions dans le cadre de votre travail ? Alors, il est clair que la chasse, en fait, c'est un sujet où tout le monde se positionne. On est pour, on est contre. Et moi, c'est vraiment ce qu'on me demande souvent à l'issue de ma recherche. Mais alors, t'es pour ou t'es contre? La question, c'est pas ça, à mon avis. C'est vraiment quelle est la conséquence quand il n'y a pas de chasseurs? Est-ce que la nature arrive à s'autoréguler comme on entend souvent, comme on aimerait que ça se passe? Mais finalement, l'espace n'est pas extensible. Il y a beaucoup d'humains, mais les animaux se reproduisent aussi. Le sanglier est une espèce qui montre bien, en fait, qu'il y a une obligation de régulation par les armes. Alors, par rapport aux images que j'ai proposées, j'ai suivi, en fait, pas mal de chasseurs genevois dans le canton de Vaud, pour justement comprendre un petit peu les dynamiques, qu'est-ce qui se passe en fait chez ces chasseurs. On en parle souvent, comment est-ce qu'on peut aimer la nature et en même temps tuer des animaux. Et c'est là où on touche vraiment à l'émotionnel. C'est vrai que c'est difficile de s'imaginer qu'on puisse aimer vraiment la nature et l'environnement, aimer ces animaux et en même temps les tirer. Alors que disent ces chasseurs ? Alors, ce qu'ils disent, c'est souvent un petit peu difficile d'exprimer, justement, et moi, je l'ai vécu, donc à travers ces observations, c'était très intéressant de pouvoir vivre, justement, ces chasses, où, en fait, on se rend compte qu'il y a une réelle recherche de l'animal, et un travail qui est fait notamment avec le chien, mais il y a toute une action qui se passe en dehors de juste le tir de l'animal. Moi, j'ai suivi plusieurs chasses, et en fait, j'ai pas vu d'animaux tomber devant moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'étais avec des chasseurs, mais il n'y a aucun animal qui a été tiré devant mes yeux. Après, j'ai quand même vu des animaux morts qui ont été tirés dans la chasse, mais pas à côté de moi. Et c'est vrai que je me souviendrai toujours d'une fois où il y avait un animal qui arrivait vers nous devant le chien, et j'ai senti un petit peu ce que peuvent dire les chasseurs par rapport à cette passion, cette montée d'adrénaline, où il y a l'animal qui arrive. Et c'est vrai que je pense que c'est un petit peu notre instinct prédateur qui fait qu'en fait l'animal arrive vers nous et qu'il y a un moment où il va être tiré. En l'occurrence, c'était un chevreuil, on était à la chasse au sanglier, donc il n'a pas été tiré. Mais c'est vrai que cette sensation est assez intense. Et voilà, et je conseille chacun qui est sceptique à la chasse ou même qui en est intéressé à accompagner des chasseurs qui sont souvent ouverts à être suivis sur le terrain. Et c'est là qu'on peut un peu comprendre qu'est-ce que c'est cette chasse. Manu Piachot, une dernière chose concernant votre position de scientifique dans le cadre de cette étude. C'est une étude qui a été réalisée
sur l'idée et le projet d'un chasseur, Antoine Spielmann, qu'on a reçu d'ailleurs ici sur ce plateau. Une question habituelle qu'on pose aux scientifiques, je vous la pose. Quelle est votre distance critique vis-à-vis de votre commanditaire? Si les conclusions avaient été différentes, est-ce que vous l'auriez publié? Alors de toute façon, ça aurait été publié. C'est vrai qu'Antoine Spielmann est assez critique aussi par rapport au monde de la chasse. Il se rend compte que ça vaut la peine de développer et puis d'adapter aussi ces pratiques. Et c'est clairement une des conclusions de cette étude, hein. Il y a vraiment un aspect de... La chasse, elle existe, mais comment l'adapter aux autres utilisateurs de la nature? Avec ce qu'on entend aussi aujourd'hui, il n'y a plus que les chasseurs, hein. Il n'y a pas que les chasseurs qui habitent nos campagnes. Et c'est vrai que... cette étude a été commanditée, initiée par Antoine Spielmann. Il savait que moi j'avais fait justement mon mémoire sur qu'est-ce qui se passe à Genève, quels sont les faits en fait de l'absence des chasseurs. Et je pense que les conclusions de cette étude ne vont pas uniquement pour les chasseurs, justement. Il est important d'adapter ces mesures de gestion aux autres utilisateurs de la nature. Voilà, et les images qu'on vient de voir sont des illustrations de Félix Brusseau. Dans le cadre, justement, de cette étude, une gestion de la faune sans chasseurs. C'est votre ouvrage, justement, lié à votre étude. Merci beaucoup pour votre participation. À bientôt. Au revoir. Suite à présent de notre série de reportages liés au monde de la vigne. Voici à présent le deuxième épisode. Il est signé Andrea Braslopo. Alors, on applique une goutte de mousse sur la partie bleue. On replie le couvercle et on regarde au soleil. Et c'est la réfraction de la lumière dans les prismes de sucre qui va nous indiquer le taux de sucre en degrés oxydaires présent dans les moules. 2018, une année particulière pour les vendanges. Début septembre, le millésime s'annonce exceptionnel. Le raisin présente un taux de sucre élevé et est déjà arrivé à maturation avec une très belle couleur. Quant à la récolte, elle est dite saine. C'est une très belle année, ouais, on a des taux de sucre très haut. Du coup, pour la plupart des vignerons de la côte, les vendanges ont débuté avec 10 jours d'avance. Ici, chez la famille Mollier, au cœur de Féchy-Dessus, le travail est comme d'habitude court mais intensif. En 10 jours, les 7 hectares de vignes doivent être cueillis. Aujourd'hui, on ramasse du chasselas et c'est principalement ce qu'on a comme cépage. Hier, ils ont fait du rouge, mais aujourd'hui, et pour quelques jours, ce sera du chasselas. Mais avant d'en arriver au chasselas, il faut d'abord passer par la cueillette du raisin. Ici, elle se fait à la main. Une tradition qui s'inscrit année après année chez cette famille venue du Portugal, comme d'habitude, pendant la période des vendanges. Même si je travaille ailleurs, je demande toujours des vacances pour venir faire des vendanges. Mon papa, c'est le vigneron de l'année, l'employé de l'année. Après, il y a mes oncles, ma tante, mes cousins. Ils prennent tous des vacances pour venir travailler. C'est dur? Dur. Vous pouvez essayer. Hein. Je vous laisse faire une ou deux montées. Et vous verrez bien. Ou pas, au risque de déstructurer toute cette organisation de maîtres. Pendant la période des vendanges, chacun son rôle. Des brantards qui ramènent le raisin dans la benne, puis voyagent jusqu'au pressoir en passant par le transport. Un travail qui demande force et agilité. Il y a pas mal de manœuvres à faire avec le tracteur et la remorque. Bon, tant que c'est à vide, ça va. Mais c'est vrai que quand on descend avec une benne pleine qui doit faire 3 à 4 tonnes de raisin, faut faire attention, quoi, parce qu'on pourrait vite partir... dans les décors. Hein. Le travail bien fait, c'est important. On ne dira pas le contraire, mais les vendanges, c'est aussi et avant tout une période festive. Famille, rigoler, boire un verre. Oui. C'est vrai que du raisin, on en mange, on en grappille dans la vigne. Du vin, il y en a un peu au repas, au goûter, aux 4 heures. Il y en a à tous les repas de la journée. C'est vrai qu'on est gâtés là. Chez la famille Mollier, les vendanges, c'est comme toutes les belles histoires, un amour commun pour la même passion et ce depuis plusieurs générations. Voilà, je représente la 4e génération. Alors la famille Mollier est là depuis 1920. C'est mon arrière-grand-mère qui a acheté le domaine en 1924. Qu'est-ce qui vous anime dans votre métier? Le fait que le travail soit très varié. On touche à tout, à la production, à la transformation et jusqu'à la vente du produit. Chère famille Mollier, merci pour la visite et comme le disent les Portugais, saúde.
pode estar vivo cá dentro de mim. L'été indien n'en finit plus et l'état de sécheresse inquiète les agriculteurs naturellement, mais aussi les spécialistes du climat dont vous faites partie, Aurélie Rubin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante environnementale à la Maison de la Rivière à Morges. On va s'intéresser avec vous sur les conséquences de cette sécheresse sur les poissons de nos rivières. Alors justement, quelles sont ces premières conséquences ? Alors les conséquences, c'est qu'effectivement, il y a des niveaux d'eau extrêmement bas cette année dans les rivières, ce qui pose évidemment des problèmes parce qu'un poisson ne peut pas tellement vivre sans eau. Et donc certaines rivières sont devenues complètement asséchées. Et puis donc les populations de poissons qui étaient à l'intérieur sont naturellement mortes. Alors on va s'intéresser particulièrement à la truite. Vous vous intéressez spécifiquement dans le cadre de votre travail à une maladie qui touche justement ces populations de truites. Et là, il y a un lien très clair entre l'infection liée à cette maladie et les hausses de température. Exactement. Alors il y a une maladie qui se développe beaucoup maintenant en Suisse et plus généralement en Europe qui s'appelle la maladie rénale proliférative. Donc c'est une maladie mortelle pour les truites et qui est fortement liée à la température. En gros, plus il fait chaud, plus l'infection sera importante et donc plus la mortalité sera également aussi importante. Donc évidemment, quand on a un été extrêmement chaud, conjugué avec des niveaux d'eau très bas, l'eau se réchauffe d'autant plus. Et puis donc, cette maladie se développe et provoque une forte mortalité chez les populations de truites. C'est le cas en ce moment ? C'est le cas, oui. Et du coup, alors est-ce que cette baisse de la population de truites actuelle aura des conséquences, et si oui, lesquelles, à plus long terme ? Oui, alors bien sûr. Alors c'est une maladie qui touche principalement les poissons qui sont nés cette année, donc qui sont nés justement au mois de mars-avril. Et puis donc, c'est des poissons qui vont pour la plupart mourir s'ils sont atteints. Et puis donc, ça veut dire que l'année prochaine, on aura un manque dans la population de 1+, en fait, des poissons d'une année, qui va se répercuter ensuite dans les populations suivantes. Et puis donc, on risque de manquer de reproducteurs, en fait, dans le futur. Est-ce qu'il y a des mesures de sauvetage, dans ce cas-là ou de manière générale liées au décès, justement à la mort de ces populations de poissons ? Alors oui, il y a les gardes-pêche qui font un travail formidable dans les rivières. Des fois, c'est vrai que si la rivière commence à devenir asséchée, on n'a plus que des petites gouilles qui restent. Toutes les truites sont à l'intérieur. Et puis donc, les gardes peuvent justement faire une pêche électrique. Donc c'est une pêche de sauvetage, justement. Donc ils vont dans la rivière, ils capturent les poissons et ensuite ils vont les mettre dans une autre rivière. Mais bien évidemment que ça pose aussi toute une série de problèmes pour l'autre rivière en question, justement. On imagine que c'est des solutions peut-être ponctuelles. À long terme, ce n'est pas vraiment une solution ? Non, bien sûr. Alors, si on parle de nouveau de la maladie rénale proliférative, l'idée, ce serait de justement pas dépasser le seuil critique des 15 degrés. On sait que c'est à partir de 15 degrés que la mortalité devient très importante. Donc, il faudrait essayer justement de limiter la hausse des températures pour pas dépasser ce seuil critique. Comme par exemple, on sait que beaucoup de rivières ont été canalisées dans le passé, comme par exemple la Broye, qui est vraiment complètement canalisée. On n'a pas d'arbres au bord sur les berges. Donc, du coup, on a un ensoleillement très important sur l'eau qui va provoquer une hausse des températures. Donc là, si on essaye de renaturer ces endroits-là, par exemple en plantant des arbres, on aura de l'ombre et puis donc on peut essayer de faire diminuer un tout petit peu la température de l'eau. Alors si on prend un peu de hauteur, là on parle des populations de poissons, mais c'est juste finalement un symptôme parmi une globalité très large. De manière plus générale, les conséquences sur la nature de ces chaleurs très fortes, elles sont nombreuses. Oui, bien sûr. Alors là, on parle des poissons, mais évidemment que la rivière n'est pas peuplée que par les poissons. Il y a toute une ribambelle d'animaux qui y vivent, comme par exemple ce qu'on connaît moins, mais c'est toutes les larves d'insectes qui se développent dans le milieu aquatique et qui ensuite vont émerger et puis devenir des insectes volants, qui sont la base alimentaire de plein d'oiseaux, toute une série d'animaux. Et donc c'est clair que si on perd ce chaînon primordial de la chaîne alimentaire, évidemment qu'on n'aura plus assez de nourriture pour la suite et il y aura des répercussions sur tous les animaux. Aurélie Rubin, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on a des épisodes exceptionnels, on nous dit c'est exceptionnel. On se souvient notamment de 2003, qui était une période caniculaire très forte, mais encore d'autres années bien plus proches. Est-ce qu'il faut comprendre par là que c'est des situations qui à l'avenir ne seront plus aussi exceptionnelles et sera peut-être la norme ? Oui, alors ça, les spécialistes en météorologie nous le disent, effectivement, qu'on va avoir ces phénomènes qui vont se reproduire de plus en plus. Et puis nous, on le voit déjà à notre niveau, puisqu'on étudie beaucoup la rivière du Boiron de Morges. On fait des suivis des populations de truites depuis 20 ans. Et puis là, on voit que les niveaux d'eau diminuent fortement. Et puis donc, les populations de truites ont aussi de la peine à suivre. Et puis on parle de 2003, mais nous, on a vu qu'en 2015, on a eu aussi extrêmement peu d'eau dans les rivières. Cette année, c'est encore plus extrême. Donc voilà, déjà à l'échelle de 15 ans, on a 3 épisodes très importants. Donc c'est clair que ça pourrait continuer. Merci beaucoup pour ces explications, Aurélie Rubin. À bientôt. Et si l'été joue les prolongations, les garagistes sont déjà sur le qui-vive. C'est la grande période, vous l'aurez compris, du changement de pneus. Reportage d'Aura Delfener et d'Isaac Rodriguez, les mains dans le cambouis.
Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins. C'est la période des champignons, des feuilles mortes, mais aussi des pneus d'hiver. Et si les clients attendent les premières neiges avant d'aller voir leur garagiste, les professionnels de la branche sont déjà sur le qui-vive. C'est un marché qui va bien, mais c'est un marché qui est dur. Il faut être du répondant, il faut vraiment être au service de la clientèle. Vous voyez, comme là aujourd'hui, ce matin, on avait environ 30 rendez-vous pour la journée. Puis aujourd'hui, on va faire 130, 140 voitures. Ça veut dire qu'il faut être disponible parce que les gens, ils veulent être pris tout de suite en fin de compte. 130 véhicules par jour et parfois bien plus. C'est déjà pas mal, mais c'est pas, on arrive des journées jusqu'à 200 voitures. Et si cette période faste peut représenter jusqu'à 60% du chiffre d'affaires chez Vickera, il en va un peu différemment au garage Berger, plus axé sur l'entretien général du véhicule. On fait tout ce qui a à voir avec la mécanique de l'entretien de nos véhicules, des véhicules de nos clients évidemment. Et puis le chiffre d'affaires, il sera quand même très important, mais je pense qu'on fait sur 1 mois et demi, 2 mois, on fait le 30%, 35% de l'année. Autre gestion méticuleuse, le va-et-vient des pneus stockés. Nous, on a à peu près 700 jeux de roues stockés chez nous de la part de nos clients, plus encore les clients qui ont des roues chez eux. Donc on arrive, je pense, entre 900 et 1000 jeux de roues à changer. On a dans les locaux, on a des locaux à l'étage, on a des locaux chez nos voisins. On a environ 20 000 roues en stock en fin de compte client. Reste à savoir ce que dit la loi en la matière. La loi, elle dit rien de particulier. Ce n'est pas une obligation d'avoir des roues hiver. Mais au niveau sécurité, c'est indispensable d'avoir des roues. Parce qu'à partir, on le sait très bien, à partir de 7 degrés, les pneus été sont beaucoup moins performants. Et puis ça peut être vraiment risqué, même sans la neige. Mais dès qu'il y a de la neige et puis vous roulez avec des pneus été, vous avez effectivement une responsabilité aussi en cas d'accident. Un marché qui se porte donc bien et une période cruciale à laquelle les entreprises consacrent toutes leurs forces vives. Là, les vacances sont interdites pour nos mécaniciens. Dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Je vous le disais en titre, l'inauguration de la patinoire de Perrois aura finalement lieu ce samedi 27 octobre. Une inauguration qui a dû être repoussée en raison des températures trop clémentes. On en parlait tout à l'heure. Une bonne nouvelle donc pour tous les amateurs de glisse qui attendent cette infrastructure avec impatience. Florian Cavalleri avec Greg Barnil. Alors on est aujourd'hui mercredi, on est en train de préparer la glace, il y a déjà une fine couche de glace et on prépare pour que tout soit prêt pour samedi prochain. Alors l'objectif c'est d'ouvrir samedi prochain. Comment est-ce qu'il y a une partie officielle? Comment ça va se passer cette ouverture? Non, alors on ouvre samedi matin, sur le coup des 10h je pense. C'est l'ouverture de la patinoire, donc les gens pourront venir patiner durant la journée, manger, puisqu'il y a aussi un bistrot de la patinoire. Et puis l'ouverture officielle, enfin l'inauguration officielle, ça sera le samedi 10 novembre prochain. Alors, un bistrot de 60 places avec des produits du terroir, une patinoire dans un cadre magnifique au pied des vignes. On peut dire que c'est le nouveau centre du village, cette patinoire. Je ne sais pas si ça rivalise avec notre vieux bourg qui est pour nous notre centre du village. Mais c'est clair que ça fait une activité d'hiver dans la région. Et ce n'est pas que pour le village perrois, mais pour toutes les communes de la région qui ont participé à ce projet. Et puis on est content. Il y a beaucoup de choses l'été, notamment au bord du lac. Mais l'hiver, il y a un peu moins. Et puis on voulait vraiment que ce soit pas simplement une patinoire, mais un peu plus conceptuel. Un lieu d'accueil pour les familles, pour les enfants et pour les patineurs. Alors c'est un projet qui a été monté très rapidement en 3 mois et qui a suscité un engouement de la région, notamment par cet équipement qui manquait cruellement, mais aussi pour les clubs de hockey. Et là, alors pléthore de clubs qui s'arrachent cette glace. C'est vrai, on a eu pas mal de sollicitations de clubs de hockey. On a des matchs quasiment tous les soirs de la semaine. Même des fois, certains soirs, on en a 2, le dimanche soir. Et on est content. On voit que c'est une nécessité d'avoir des infrastructures de patinoire. Il y a beaucoup de clubs de hockey qui vont venir, mais il y a aussi beaucoup d'espace-temps pour le patinage public, pour les écoles, pour le hockey public aussi. Et tout ça sera détaillé dans le courant de la saison, tout au fil de la saison, sur le site perrois-patinoire.ch. Et puis, alors c'est une patinoire qui est prévue pour 2 ans, mais on vous demande déjà d'étendre ces saisons à avoir 4, voire 5 ans, en attendant peut-être une patinoire à Gland. Est-ce que vous seriez prêt à doubler la mise et ouvrir cette patinoire plus longtemps ?
Alors là, on est en train gentiment d'arriver vers la ligne d'arrivée du marathon de 3 mois. Là. Le but était d'ouvrir à mi-octobre et on est en train de le faire. Pour 2 ans, ce qu'on a pu réaliser, tout le financement et toute la technique est prévu pour 2 ans. Le projet pour nous, c'est 2 ans. Laissez-nous ouvrir pour ces 2 ans, j'ai envie de dire. Et puis maintenant, on a 1 année, 2 ans pour réfléchir pour ce qui se passera après. Est-ce qu'il se passera quelque chose? Peut-être pas. Et puis, s'il se passera quelque chose, ou qu'est-ce qui se passera après? S'il se passe quelque chose, eh bien, on a quelques mois et quelques années pour y réfléchir. C'est pas exclu que ce projet amène à autre chose. Il y a aussi quelque chose qui se passe à Gland et peut-être que ce projet, si on arrive à le poursuivre pour faire le joint, comme on dit, avec le projet de Gland, on en serait content, mais c'est un peu trop vite pour le dire, quoi. Voir le pérenniser. En tout cas, François Roch, merci beaucoup de nous avoir montré cette installation. On vous souhaite plein de succès pour cette inauguration de la patinoire qui aura donc lieu ce samedi et à partir de 10h, 10h30. Merci beaucoup. Merci. La nouvelle association Halloween La Côte investit Gland pour une grande fête ce mercredi 31 octobre. Au programme, distribution de bonbons, bien sûr, soupe à la courge, cortège et bal populaire. Florian Cavalleri, Greg Barnil. Eh ben, on a monté une association notamment avec une équipe d'amis et puis on a monté l'association Halloween La Côte et puis on organise pour notre grand plaisir et celui des habitants de la région une fête d'Halloween avec tout un programme qu'on va certainement dévoiler d'ici quelques secondes. Ce programme, c'est lequel? Alors on a depuis quelques mois distribué, écoulé des centaines de milliers de bonbons pour que les enfants à 17h puissent aller sonner aux portes de tous les habitants de la région de manière à trouver des bonbons derrière les portes et puissent se rassasier pour ensuite venir avec leurs parents à 18h30 du côté de la gare de Gland, où il y aura, puisque c'est un mercredi, le marché. Donc on a tout un espace dédié où on offrira la soupe à la courge. Et ensuite, à 19h30, c'est rassemblement, cortège, dans le but d'aller en fait au tennis de Gland pour le bal de l'Halloween, qui aura lieu à partir de 20h. Et de 18h à 20h, nos 5 jurys seront sur la place de manière à pouvoir en fait scruter un petit peu les gens qui auront travaillé sur leurs costumes, de manière à pouvoir en fait sélectionner toute une série de gens qui permettront d'avoir à l'applaudimètre en fait nos 3 gagnants du meilleur costume, avec toute une suite logique de bal, de danse, avec quelques food trucks, un petit village, et puis toute une belle animation, on espère. Pourquoi avoir organisé la fête d'Halloween à Gland? Toute une équipe de copains, on a diverti, on a fait de la musique, on a fait du théâtre, et puis là c'est vrai que le sentiment de faire jouer les montagnes russes aux estomacs et au cœur de nos habitants de la région était sympathique dans ce côté frayeur, et de jouer avec cette petite peur et de toucher un peu à ce sentiment-là, puis démocratiser un peu cet Halloween qui n'est ni plus ni moins qu'une fête irlandaise qui s'est expatriée aux États-Unis, et puis ils en ont fait ce qu'on sait qu'ils font avec des fêtes, c'est une grosse fête hollywoodienne. Puis nous, on est un petit peu de cette tendance-là, donc on essaye un truc pour se faire plaisir surtout. Comment ça s'est passé avec les autorités glandoises pour faire passer cette idée justement de fêter Halloween? Alors comme il y a beaucoup de monde, il y en a qui étaient super enthousiastes, puis d'autres qui étaient, comme on peut l'imaginer, il faut qu'on fasse nos preuves au niveau de la nouvelle association. On se connaît un peu de monde à force de faire des événements sur la région depuis quelques années. Donc nouvelle équipe, faisons nos preuves et puis travaillons main dans la main, on espère les années futures, quoi. C'est l'un des plus gros événements de la région, hein. Vous dites attendre entre 500 et 1000 personnes pour le bal d'Halloween. Alors, le plus gros de la région, non, c'est sûr, non, c'est une petite fête locale qui, on espère, prendra de l'ampleur, et puis on verra bien si le public répond présent. Et puis maintenant, voilà, c'était pour pouvoir chiffrer, que ce soit avec le vigneron, que ce soit avec les partenaires, pour savoir plus ou moins aller. On verra si la tendance est à la baisse ou bien si la tendance est à la hausse. Donc, on se réjouit de voir comment le public va réagir. Et puis si cette opération est un succès, évidemment, il y aura une seconde édition. On espère justement à voir si c'est le public qui va définir s'ils ont envie d'une deuxième édition ou pas. Puis sinon, on reviendra avec un autre projet. Voilà, un bal à ne surtout pas manquer si vous souhaitez voir Florian Cavalleri en lice, déguisé en zombie. En bref, bien qu'on puisse s'en douter, vu les températures, la saison hivernale approche. La Station des Rousses organise ce week-end du 27 et 28 octobre sa traditionnelle manifestation Vivement l'hiver. Vous pourrez y acheter les nouveaux forfaits saisonniers et participer à la foire au ski et textile chez les commerçants partenaires. Le tout, évidemment, dans une ambiance festive. Et puis ce dernier mot avant de nous quitter, et pour vous convaincre que l'hiver est à nos portes, il faudra régler vos montres ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche. Nous passerons en effet à l'heure d'hiver et gagnerons donc 1 heure de sommeil. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous aurez le plaisir de retrouver Andrea Brasse-Lepoix à cette même place. À très bientôt.